Il y a environ 5,3 millions d'années, un événement majeur a radicalement remodelé le bassin méditerranéen. Une terrible inondation a réapprovisionné la mer, qui jusque-là était aussi salée que stérile. Cet événement, appelé transgression zancléenne, a altéré à jamais la géographie de la région. La mer Méditerranée, entourée par l'Europe, l'Afrique et l'Asie, est reconnectée à l'océan Atlantique par le détroit de Gibraltar. Ce passage étroit mesure environ 13 km. Bien qu'il ne soit pas très large, le détroit joue un rôle crucial dans l'équilibre des masses d'eau entre les deux étendues. Il y a environ 6 millions d'années, divers facteurs ont pu isoler la Méditerranée de l'Atlantique. Certains évoquent une période glaciaire, tandis que d'autres parlent de mouvements tectoniques, comme des tremblements de terre. Quelle qu'en ait été la cause, cela a conduit à la période dite de la crise de salinité messinienne. Pendant environ 1000 ans, la mer s'est lentement évaporée, laissant derrière elle un bassin asséché, situé plusieurs kilomètres sous l'ancien niveau de la mer. Cette crise a profondément modifié le paysage, créant des conditions semblables à celles de l'actuelle mer morte. Cela signifie que la beauté luxuriante du pourtour méditerranéen était autrefois un environnement extrêmement salé, une salinité près de 10 fois supérieure à celle de l'océan. Si vous aviez eu l'occasion de visiter cet endroit, vous auriez pu flotter aisément sur la faible quantité d'eau disponible. Et ce sans même être un nageur aguerri. La concentration élevée de sel et de minéraux aurait rendu la survie difficile pour la plupart des créatures. Néanmoins, certains micro-organismes robustes, comme les bactéries, auraient pu s'adapter à ces conditions extrêmes. De nos jours, au fond de la mer Méditerranée, on trouve des cavernes aussi impressionnantes que le Grand Canyon. Ces formations semblent dater de la période de déshydratation évoquée précédemment. Des traces suggèrent que de grands fleuves, comme le Nil et le Rhône, se déversaient directement dans la Méditerranée à cette époque, creusant de profonds canyons plusieurs milliers de mètres en dessous du niveau de la mer. À l'époque, les gens cherchèrent des explications pour le dessèchement de la Méditerranée et ont inventé toutes sortes de mythes et de légendes. L'un de ces récits provient des habitants du sud de l'Ibérie, qui correspond aujourd'hui à l'Espagne et au Portugal. Ce mythe, également rapporté par le célèbre écrivain Pline l'Ancien, raconte que la Méditerranée était autrefois isolée de l'océan jusqu'à ce que le héros Héraclès, doté d'une force surhumaine, se fraie un passage jusqu'au jardin des Hespérides, à travers l'actuel rocher de Gibraltar. Ce chemin a permis aux eaux océaniques d'envahir la Méditerranée, la transformant en la mer que nous connaissons aujourd'hui. Certains fossiles semblent également corroborer l'ampleur exceptionnelle de cette inondation. Des restes d'organismes marins ont été découverts dans des couches bien au-dessus du niveau actuel de la mer, indiquant que ces zones étaient jadis submergées. Les fossiles retrouvés incluent des mollusques, des poissons et même des mammifères marins. Grâce aux techniques modernes, nous avons désormais une estimation du moment où s'est produit la transgression zancléenne. Les chercheurs ont exploité des simulations informatiques pour reconstituer cet événement, fournissant ainsi des preuves supplémentaires de sa réalité. Ils ont aussi découvert qu'il était possible que la Méditerranée subisse de nouveaux changements. Le détroit de Gibraltar pourrait se refermer, probablement en raison de mouvements tectoniques profonds. Cela pourrait entraîner un nouvel assèchement de la Méditerranée sur une période d'environ 1000 ans. Et si le continent africain continue de se déplacer vers le nord et se rapproche de l'Europe, le bassin méditerranéen pourrait même disparaître entièrement. L'une des plus célèbres grandes inondations, quoique hypothétique, est celle de la mer Noire. Selon certains scientifiques, il y a environ 8400 ans, l'eau de la Méditerranée aurait pu déborder dans la mer Noire par le détroit du Bosphore. Ce débordement aurait pu provoquer une catastrophe d'ampleur, contraignant les populations vivant autour de la mer Noire à quitter leur foyer et à se déplacer plus loin dans les terres des continents européens et asiatiques. Ces migrations auraient pu favoriser la propagation des récits, relatant le cataclysme. Les chercheurs ayant formulé cette hypothèse suggèrent également que ces populations migrantes auraient pu introduire de nouvelles méthodes agricoles dans leurs terres d'accueil. Néanmoins, tous les scientifiques ne sont pas convaincus. Certains estiment que, si une inondation a bel et bien eu lieu, elle s'est produite plus tôt et était beaucoup moins importante. Ils ne pensent pas que cet événement ait pu inspirer l'histoire de l'Arche de Noé, par exemple. Selon ce mythe, un homme très pieux aurait été averti par Dieu en personne de l'arrivée d'un prodigieux déluge. Pour sauver toutes les espèces vivantes, il aurait rassemblé des couples d'animaux et les aurait embarqués dans une grande arche. Certains chercheurs craignent par ailleurs que rapprocher trop étroitement les véritables inondations des légendes anciennes ne puisse finir par brouiller les frontières entre science et croyance.
Il pourrait y avoir d'autres explications au fait que le mythe du déluge apparaisse si fréquemment dans différentes cultures à travers le monde. L'une des hypothèses est que ces inondations étaient absolument dévastatrices pour les premiers agriculteurs, les poussant à imaginer des mythes précurseurs de la fin des temps. Une autre théorie suggère que la découverte de fossiles de créatures marines dans des lieux incongrus aurait donné naissance à cette croyance en un grand déluge historique. La parade aux inondations futures pourrait résider dans les villes flottantes. Avec l'élévation continue du niveau des mers, des villes côtières comme Amsterdam, la Nouvelle-Orléans et Venise risquent de se retrouver submergées. Les infrastructures flottantes pourraient alors offrir une solution viable et des bâtiments capables de s'élever avec le niveau de l'eau, tout en résistant aux conditions climatiques extrêmes. Les Pays-Bas, possédant une longue tradition dans la gestion des risques liés à l'eau, sont à la pointe de ces innovations flottantes. Face à l'épuisement de l'espace disponible à l'expansion urbaine, nous pourrions être amenés à vivre sur les flots. Cette adaptation permettrait de réduire la densité de nos populations et d'explorer des méthodes d'agriculture novatrices, telles que les jardins flottants. De plus, ces habitations pourraient offrir des alternatives énergétiques intéressantes grâce à l'exploitation des énergies solaires et éoliennes, tout en se révélant potentiellement plus économiques à long terme. Une telle ville flottante pourrait bientôt voir le jour aux Maldives. Ce projet ambitionne d'accueillir jusqu'à 20 000 personnes et inclura des espaces résidentiels et de restauration, ainsi que des magasins et des écoles. Conçue pour imiter la forme du corail, la ville comportera des canaux arrangés entre près de 5000 îlots flottants. La construction se fera à partir d'unités modulaires assemblées sur un site de construction à proximité. Une fois prêtes, ces unités seront remorquées jusqu'à la cité flottante. La prochaine étape consistera à fixer ces unités à une vaste coque de béton immergé, solidement ancrée au fond marin grâce à des pilotis d'acier. Cette configuration permettra aux unités modulaires de se mouvoir de manière fluide, en harmonie avec les mouvements de la mer. Et pour ceux qui craignent d'être malades, le récif corallien environnant servira de brise-lames naturelle pour atténuer les vagues. Des bancs de corail artificiels seront également placés sous la ville, ce qui aidera également le corail à croître naturellement. L'objectif à long terme est de rendre l'établissement autonome. Il disposera d'électricité principalement à partir de l'énergie solaire sur site. Les déchets seront traités à proximité et réutilisés comme engrais pour les plantes. Au lieu de la climatisation, la ville utilisera le refroidissement par eau profonde. Cette méthode pompe de l'eau froide des profondeurs de la mer pour refroidir la zone, économisant ainsi de l'énergie. La Terre n'est pas la seule planète à avoir connu des inondations importantes. Mars, dans les temps anciens, semble également avoir été affecté par des crues, qui ont joué un rôle significatif dans la formation de sa surface. Des recherches récentes révèlent qu'il y a plusieurs milliards d'années, Mars a subi d'importantes inondations fluviales, contribuant à la formation de ses vallées et de ses canyons. Ces inondations étaient causées par de fortes pluies qui ont modifié le paysage martien rapidement, parfois en quelques jours ou semaines. Contrairement à la Terre, où les rivières se forment lentement, les inondations sur Mars ont provoqué des changements rapides, particulièrement aux environs d'il y a 4 milliards d'années. Bien que nous sachions depuis un certain temps qu'il y a eu des inondations sur Mars, cette étude a révélé leur ampleur réelle. Nous savons à présent qu'elles étaient plus étendues et fréquentes que ce que l'on avait pu croire auparavant. Observons l'Amérique du Sud et l'Afrique. Ne dirait-on pas que leurs terres semblent pouvoir s'emboîter comme des pièces de puzzle? Eh bien, c'est que c'est en fait le cas. Mais il y a environ 130 millions d'années, l'Amérique du Sud a dit au revoir à l'Afrique et s'en est lentement éloignée. De nos jours, elle s'en trouve à environ 2900 km, et elle est toujours en mouvement. Chaque année, le continent se déplace un peu plus vers l'océan Pacifique. Alors, comment cela se produit-il? Les plaques tectoniques sont en mouvement constant. C'est ce qui fait que la surface de la Terre se déplace au cours des millénaires, passant de ça à ce que nous voyons aujourd'hui. Mais ces mouvements se produisent tellement lentement que nous ne pouvons pas en être témoins. Donc non, les Brésiliens et Chiliens ne sentent pas leur continent se déplacer lentement vers l'ouest. Mais les chiffres ne mentent pas. L'Amérique du Sud se déplace bien. Et apparemment, elle semble vouloir s'éloigner le plus possible de cette immense chaîne de montagnes sous-marines qu'on appelle la dorsale médio-atlantique. Mais qu'est-ce qui pousse ainsi la Terre vers l'océan Pacifique? C'est la chaleur à l'intérieur de notre planète. Bien en dessous de l'océan, il y a des fissures dans la croûte terrestre. Et le magma, de la roche fondue très chaude, s'élève à travers ces fissures. Lorsque cela se produit, le magma se refroidit et se solidifie. Avec le temps,
Ce processus peut former des montagnes sous-marines, comme notre dorsale médio-atlantique. Et à mesure que de nouvelles croûtes se forment, elles se mettent à repousser les anciennes croûtes. Avec ce processus, les plaques tectoniques et les continents qui se trouvent au-dessus d'elles sont mises en mouvement. De l'autre côté de l'Amérique du Sud, du côté Pacifique, il y a la plaque de Nazca. Elle est très lourde et elle se déplace vers l'est. En raison de sa densité, elle s'enfonce sous la plaque sud-américaine. Ce processus porte le nom de subduction et il se produit à un rythme d'environ 7,60 cm par an. Pour info, c'est la collision entre ces deux plaques qui est à l'origine de tous ces impressionnants volcans qu'on trouve éparpillés à travers les Andes, et elle fait bouger le continent lui-même. Donc, selon les projections actuelles, et si tout se passe comme prévu, l'Amérique du Sud devrait un jour se retrouver vers le centre de l'océan Pacifique. Mais certains modèles suggèrent quelque chose de bien plus fou. Avant d'aborder cela, cependant, nous devons clarifier un point. Pourquoi diable l'Afrique ne suit-elle pas l'Amérique du Sud dans sa dérive? Je veux dire, ne devrait-elle pas se déplacer vers l'ouest, elle aussi? Eh bien, non. L'Afrique est autonome, car elle repose sur la plaque africaine. Donc, la dorsale médio-atlantique se situe entre ces deux continents. Et tout comme elle repousse la plaque sud-américaine, elle repousse la plaque africaine, mais dans la direction opposée. C'est comme si cette dorsale essayait de séparer ses deux anciens meilleurs amis. Mais ce n'est pas tout. L'Afrique est également influencée par le rift est-africain. C'est l'une de ces fissures immenses dont nous avons parlé plus tôt. Mais elle se trouve sur Terre, ce qui rend les choses encore plus spectaculaires. Elle provoque le lent déchirement du continent. C'est une longue histoire, mais disons simplement que le rift tire l'Afrique dans plusieurs directions à la fois. Bien, nous pouvons maintenant aborder les résultats de ces modèles que nous avons évoqués il y a 2 minutes. Cela concerne l'avenir de l'Amérique du Sud et de tout ce qui l'entoure. Théorie numéro 1. Elle pourrait se détacher de l'Amérique du Nord. Je sais, c'est complètement dingue. Mais ne paniquez pas, ça n'arrivera pas avant plusieurs centaines de millions d'années. Et je ne serai pas là pour voir ça. Vous voyez, ces deux continents se déplacent dans la même direction, mais à des vitesses différentes. La plaque nord-américaine avance d'environ 2,50 cm par an. L'Amérique du Sud, elle, se déplace un peu plus vite. Ainsi, bien qu'elles aillent dans la même direction, elles ne le font pas au même rythme. Au fil du temps, tandis que l'océan Atlantique continuera de s'élargir et que le Pacifique rétrécira, tout ce mouvement tectonique finira par séparer les Amériques. Deuxième théorie. La vie marine pourrait subir des changements majeurs. À l'heure actuelle, les Amériques agissent un peu comme un mur géant entre les océans Atlantique et Pacifique. À cause de cela, les animaux marins ont évolué différemment de chaque côté. Prenons l'exemple de la tortue verte. Celles qui vivent dans l'Atlantique ont tendance à être grandes et claires. Leurs cousines du Pacifique, en comparaison, sont généralement plus petites et plus foncées. Mais si un jour il n'y avait plus de terre pour empêcher ces deux populations de se mélanger, elles finiraient par créer de nouvelles routes migratoires, de nouveaux sites de nidification et un chevauchement beaucoup plus important de leur territoire. Maintenant, imaginez que ce scénario touche des centaines d'autres espèces, et les choses pourraient vraiment être bouleversées. Nous serions témoins de nouvelles interactions, de compétitions inattendues, et peut-être même de l'émergence de toutes nouvelles espèces. Théorie numéro 3. L'Amérique pourrait retrouver l'Afrique. En ce moment, la dorsale médio-atlantique est occupée à créer un nouveau plancher océanique, et à cause de cela, l'océan Atlantique s'élargit lentement. Mais d'ici environ 125 millions d'années, les scientifiques pensent que ce processus pourrait s'arrêter. Selon eux, le plancher océanique arrêtera de s'étendre. Il commencera à être aspiré sous les continents. Lorsque cela se produira, l'Atlantique cessera de croître et commencera à rétrécir. Et le tronçon d'océan qui se trouve entre l'Amérique du Sud et l'Afrique sera probablement le premier à se voir aspirer sous la Terre. Cela signifie donc que les Amériques et l'Afrique pourraient finir par se rejoindre. Et si cela se produit, les pays frontaliers pourraient devenir des endroits extrêmement instables, avec des tremblements de terre constants et tout un tas de nouveaux volcans surgissant un peu partout. L'Est des États-Unis ne jouirait plus des pentes paisibles et verdoyantes des Appalaches. On y trouverait des sommets gigantesques et enneigés qui cracheraient de temps à autre de la lave et des cendres, un peu comme la chaîne des Cascades. Ces pays se retrouveraient avec des voisins totalement nouveaux. Le Brésil pourrait rejoindre le Nigeria et le Cameroun. L'Uruguay serait voisin de l'Angola. Et l'Argentine pourrait partager une frontière avec l'Afrique du Sud. Et si ces deux continents venaient effectivement à fusionner, ce serait un peu la folie sur Terre. Pour commencer, ce nouveau supercontinent deviendrait le plus grand de la planète.
environ 1,5 fois la taille de l'Asie. Et il y a de fortes chances qu'une toute nouvelle chaîne de montagnes se forme à la suture des terres, créant une frontière naturelle entre les nations. Disposer d'un grand continent comme celui-ci pourrait simplifier beaucoup de choses. Tout d'abord, le tourisme pourrait vraiment décoller. Les voyages d'un pays à un autre par voie terrestre, fini les billets d'avion si coûteux, changeraient vraiment la donne. Mais cela ne s'arrêterait pas là. D'autres types d'activités économiques bénéficieraient d'un essor considérable. D'un côté, nous avons l'Amérique du Sud, qui produit et vend déjà une grande variété de produits alimentaires. Du blé, des bananes, du bœuf, du cacao, du soja, etc. De l'autre côté, il y a l'Afrique, qui exporte des textiles et des vêtements. Leur réunion résulterait en un bloc super puissant en matière de commerce de matières premières. Mais savez-vous ce que ces deux continents ont également en commun? Oui, le pétrole. Les pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil, le Venezuela et la Colombie, sont de grands exportateurs de pétrole. Et de l'autre côté, en Afrique, nous avons le Nigeria, l'Algérie et la Libye qui font la même chose. Maintenant, vous comprenez à quel point une telle union serait puissante. Parlons maintenant des animaux. L'union de ces deux immenses terres pourrait provoquer des rencontres sauvages. Et si le capybara venait à partager son espace avec le crocodile du Nil? Ou si un paresseux apercevait une hyène du haut de son arbre? Cela pourrait même conduire à l'apparition de nouveaux hybrides, comme un cabicrodile ou un paressienne. Je sais, je ne suis pas très doué pour inventer des noms, mais surtout, ces animaux ne pourraient même pas s'accoupler, et ne le voudraient pas. Mais vous voyez ce dont je veux parler, et il n'y a pas que du positif là-dedans. Ces nouveaux animaux pourraient devenir d'importants prédateurs, des concurrents, ou même des parasites pour les plantes et les animaux déjà existants. Il faudrait beaucoup de temps pour que les choses se stabilisent en un nouvel équilibre dans ces régions frontalières. Et honnêtement, personne ne sait vraiment combien de temps cela prendrait. La seule chose que je sais, c'est que ni vous ni moi ne serons là pour voir tout ça. Et c'est sans doute tant mieux.